va commencer par la première session de ce début d'après-midi et parler des filières hydroliennes. Vous avez vu le petit mouvement que j'effectue, voilà, pour venir m'installer et vous parler donc du tour d'horizon des filières hydroliennes. Alors l'hydrolien, on sait bien, fait référence à des marchés distincts qui ne reposent pas tous sur les mêmes fondamentaux. Hydrolien maritime, hydrolien fluvial, marémoteur, projet de taille limitée ou à fort potentiel de production, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Les opportunités sont vastes et justifient la définition de stratégies différenciées entre les acteurs en présence. On va parler de tout ce potentiel dans un instant. Mais tout d'abord, c'est important de rappeler aussi les enjeux et les objectifs à échelle européenne. C'est pourquoi on va rejoindre à présent en visioconférence Rémi Gruet. Vous êtes avec nous, Rémi ? Oui, tout à fait, Nathalie. Bonjour Rémi, CEO de Ocean Bonjour. Energy Europe. Si vous voulez, vous pourrez parler français. Il y a une super traduction, donc on peut aussi se parler tous les deux en français. C'est possible. Alors, nous sommes ici pour parler de l'énergie des océans, mais le contexte, évidemment, de cette discussion est beaucoup plus vaste. C'est peut-être bien de rappeler les défis climatiques et énergétiques auxquels nous sommes confrontés pour commencer. Oui, effectivement, le rapport du GIEC qui est sorti là en mois d'août a été très clair et mis en exergue que les impacts étaient encore plus sévères que ce qu'on imaginait. L'énergie, c'est 80% du problème européen, 60% au niveau mondial, 80% au niveau européen des gaz à effet de serre. Et donc, la transition énergétique, c'est l'unique solution. L'intérêt de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a un éolien et un solaire qui sont très peu chers en Europe et dans le monde. Et ce sont aujourd'hui les deux technologies dont on sait qu'elles vont constituer la base de tous les réseaux électriques dans le monde. Et quand je dis la base, je parle de 60, 70, peut-être même 80% à ces deux technologies-là des systèmes futurs. Donc, dans un système futur où les énergies sont fondamentalement variables, où le baseload, en fait, n'est plus un baseload fixe, mais au contraire un baseload variable, pour des raisons de baisse du prix de l'électricité, puisque un objectif politique reste toujours dans tous les pays du monde d'avoir une électricité accessible. Évidemment, on a un intérêt à avoir ces électricités sur le réseau. Ce qui veut dire que du coup, on va avoir besoin de complémentarité, on va avoir besoin de stockage, bien sûr, on va avoir besoin d'efficacité énergétique, on va avoir besoin de gestion de la demande et on va avoir besoin d'énergie marine renouvelable. Donc ça s'intègre évidemment dans un système énergétique beaucoup plus large, c'est ce que vous venez de l'évoquer. Alors on le voit en ce moment, les prix de l'énergie ont grimpé en flèche, on est autour de 100 € le kilowattheure par exemple pour l'électricité. Il y a les prix du gaz aussi. Alors l'énergie des océans est-elle la solution ? Alors l'énergie des océans est la solution à plusieurs niveaux. En fait, effectivement, les prix ont augmenté. Le Covid a créé des tensions sur les chaînes de valeur. Le prix des commodités a augmenté, potentiellement le transport. Le gaz est fondamentalement un prix très variable. Dans les années 2000, c'était 3 € du million BTU. Après, c'est passé à 10. Maintenant, je ne sais plus où on en est hier. Mais en gros, un des gros avantages des énergies marines, c'est leur prédictibilité et leur complémentarité avec les énergies existantes. Donc, l'hydrolien, c'est un petit peu la prédictibilité totale. On est capable aujourd'hui de dire combien une hydrolienne va produire dans 10 ans, un mardi à 14h10, puisqu'on connaît très bien les marées, etc. Et donc, pour les gestionnaires de réseau, c'est une facilité, c'est d'avoir une énergie qui est complètement prévisible et donc qui sont capables de dire, OK, aujourd'hui, demain, à telle heure, j'aurai telle électricité qui arrivera sur le réseau. Ensuite, vis-à-vis du gaz, le gaz, c'est souvent une énergie qui est utilisée dans l'électricité comme ce qu'on appelle des peakers, c'est-à-dire des centrales à gaz qui sont là uniquement en cas de pic de consommation. Donc, c'est principalement ce vers quoi on s'oriente et plus on va se rapprocher de 2050, plus la part du gaz va baisser. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, on en est encore à ce niveau-là. Les EMR sont complémentaires, j'en parlais tout à l'heure avec de l'éolien et du solaire, et donc permettent d'aplanir les pics de production. Et ça, c'est intéressant. Plus le réseau va se baser sur ces énergies variables, plus on va pouvoir réduire les pics de production, moins on va avoir besoin des centrales à gaz en tant que peakers, qui sont des centrales extrêmement chères, puisqu'elles ne fonctionnent pas tout le temps, donc par définition, elles ont des coûts financiers qui sont bien supérieurs. Et donc, les EMR, et donc je parle principalement d'éolien et de houlomoteur, vont permettre de réduire les coûts totaux du système. Donc ça, c'est un des avantages, effectivement, des EMR.
Alors, les énergies renouvelables, plus globalement, et leurs matières premières sont de plus en plus perçues, Rémi Gruet, comme un enjeu géopolitique stratégique. Comment cette dynamique aura-t-elle un impact aussi sur l'énergie des océans? Pour faire une petite allusion et un petit clin d'œil, est-ce qu'on verra à l'avenir l'Australie, les États-Unis se brouiller avec la France à propos des hydroliennes? Alors oui, bonne question. Heureusement, la réponse est probablement non. D'abord, il faut savoir que les matériaux utilisés pour les ENR sont principalement les mêmes que dans le bâtiment. On parle d'acier, on parle de béton, on parle de plastique ou de résine pour les pales, mais la majeure partie de toutes ces technologies, c'est ça. Donc, c'est des matériaux de base qui ne sont pas à risque et pour lesquels il n'y aura pas de guerre internationale. Donc, on a souvent entendu parler, particulièrement les anti-éoliens aiment bien discuter de métaux rares et du fait que c'est terrible, on utilise beaucoup de métaux rares dans l'éolien, mais même les éoliennes qui sont dites direct drive, qui effectivement utilisent certains métaux pour les aimants, ce sont des choix technologiques qui sont faits autant pour des raisons de prix, qui sont plutôt faits pour des raisons de prix que des raisons de nécessité. Si ces métaux deviennent trop chers, les constructeurs se rabattront sur des turbines classiques avec une boîte de vitesse qui n'ont donc pas besoin de métaux rares, pas besoin de direct drive, etc. C'est la même chose pour les batteries. On a entendu beaucoup parler du prix du cobalt récemment, qui a augmenté exponentiellement du fait de la prise des voitures électriques, des batteries. Les constructeurs ont immédiatement réagi en disant que dans les 3 ans, leur batterie serait 100% sans cobalt et qu'il y avait des technologies alternatives. Donc, il ne faut pas oublier qu'une des raisons pour lesquelles on va vers une technologie plutôt qu'une autre, c'est son coût. Et que donc, à partir du moment où un métal, de par sa rareté, augmente de prix, du fait qu'on se rabat sur quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est un petit peu pour la première réponse à la guerre des matériaux qui donc n'aura pas lieu dans les énergies marines ou dans les énergies renouvelables de manière générale. Le dernier point important, et probablement encore plus important, c'est qu'une éolienne, une hydrolienne, une centrale holomotrice, une fois que vous l'avez construite, vous n'avez rien besoin d'autre. Vous allez faire un peu de maintenance, vous n'avez pas de gaz à mettre dedans, pas de charbon, vous n'avez pas de pétrole pour la faire tourner. Donc, c'est des choses qui nous donnent une sécurité énergétique fondamentale. Et en plus, c'est des technologies qui, en général, je parle principalement pour l'éolien offshore et l'hydrolien ou le moteur, c'est des choses qui sont grosses, c'est des choses qui sont complexes, c'est des choses pour lesquelles, en plus, l'Europe et la France ont un avantage technologique. Donc, c'est des technologies qu'on va construire sur place, qu'on va installer sur place, pour lesquelles on va faire de la maintenance en local. Donc, en fait, on a un double avantage en dépendance énergétique. Non seulement on ne va pas dépenser 300 à 400 milliards d'euros par an, qui est ce que l'Europe paye en gaz, charbon et pétrole aujourd'hui, selon les années, mais en plus, les coûts d'investissement vont faire que les emplois vont être localisés en Europe, dans les pays où on installe nos éoliennes, nos hydroliennes et notre holomoteur. Vous avez une vision très, très optimiste sur ce point. Alors, on va finir par l'angle Commission européenne, puisqu'on a aussi une vision globale à échelle européenne. On en parlait encore ce matin du New Green Deal et puis de Fit for 55. Donc, on voit qu'on a adopté vraiment l'énergie des océans du côté de Bruxelles et qui s'est engagé à contribuer au financement de la croissance du secteur d'ici 2030. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est suffisant? Oui, alors d'abord un petit point, je n'ai pas une vision optimiste. Moi, je regarde dans quoi investissent les énergéticiens européens et mondiaux et tous vont vers le renouvelable. Donc c'est quelque chose qui est inexorable. Aujourd'hui, on a entre 35 et 40% de l'électricité européenne qui est renouvelable, de l'électricité européenne, tout pays confondu. Donc on est sur une marche qui est un petit peu devenue inexorable maintenant. Donc, voilà, premier point juste pour réagir à ce que vous disiez. Mais votre dernière question est effectivement pertinente. Et finir sur un dernier point, peut-être, c'est l'opportunité pour la France. Donc, effectivement, la Commission européenne soutient depuis probablement 5 à 10 années maintenant fortement les EMR. Elles ont identifié les énergies marines renouvelables, donc l'hydrolien ou le moteur en avance, ETM dans un certain temps, comme un peu la deuxième génération d'énergie renouvelable à développer, avec un intérêt pour l'Europe à développer. Aujourd'hui, on voit qu'en se tournant vers l'extérieur, le Canada et la Chine ont des tarifs de rachat, donc des subventions au kilowattheure pour l'hydrolien. Les US ont investi en gros 100 millions de dollars annuels dans les EMR sur les 6-7 dernières années et ont un programme pour les 6 prochaines années qui vient d'être validé par le Congrès, également autour de 100 millions de dollars annuels. Plus proche de nous, la Grande-Bretagne vient d'annoncer un tarif de rachat spécial EMR, donc inclus éolien et flottant et hydrolien. La France, elle, a une ressource EMR qui est la deuxième d'Europe, la première si on parle de l'Union européenne,
à des entreprises qui ont développé des pays EMR, des produits EMR, qui d'ailleurs vont parler dans le panel suivant. Et la France a déjà investi, effectivement, pris un engagement sur l'éolien flottant, ce qui est très bien. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est un petit peu de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Sur l'éolien flottant, il y a déjà une compétition, une concurrence qui est existante. Sur l'hydrolien, la France a un avantage compétitif mondial qui est avéré, qui est déjà là. Et donc, financer l'hydrolien en même temps que financer l'éolien flottant est une chose assez logique à faire. Le coût va être faible et le coût va être encore réduit par l'accès de ces projets-là à des fonds européens. Donc, on disait que la Commission européenne soutient largement. Il y a des fonds qui fournissent des subventions directes, il y a des fonds qui fournissent des subventions de différentes manières. Ça peut être juste du cash, ça peut être de la dette, ça peut être de l'equity. Il y a différentes manières et il y a un certain nombre de programmes qui sont là et qui vont permettre de faire baisser l'ardoise de l'État pour soutenir les projets hydroliens et moteurs français. Donc, nous, c'est quelque chose sur lequel on a un petit peu travaillé avec une serre sur les 2 dernières années et qu'on serait content de continuer la discussion avec les services de l'État à ce sujet-là, leur permettre un petit peu d'avoir une meilleure vision et compréhension de ce qui est possible au niveau européen, de comprendre aussi pourquoi l'Europe a vraiment soutenu ces technologies autant et d'aider la France à développer ces technologies et ces entreprises pour aller conquérir un petit peu le monde de l'hydrolien. Et je dis ça autant avec réalité qu'avec un sourire, puisque effectivement aujourd'hui, il y a un marché qui est principalement qui va être dicté par ceux qui possèdent la technologie. Si la France possède la technologie, c'est la France qui possédera le marché. Aujourd'hui, il y a 2 entreprises qui contrôlent 95% de l'éolien posé. C'est Siemens et Vestas, entreprises allemandes et danoises, qui sont les 2 pays qui ont financé ces technologies-là au départ. Donc, je pense qu'on a suffisamment de preuves que l'avantage technologique peut aussi permettre de donner une domination globale en termes de marché. Voilà. Merci à vous, Rémi Gruet, donc CEO de Ocean Energy Europe, pour ce point de vue. D'ailleurs, on va voir maintenant des acteurs, puisqu'on va adresser maintenant un panorama général des marchés, de la valorisation des courants et les enjeux de développement.